Et bonjour Chris, je suis trop contente de t'accueillir dans le podcast Potentiel. Merci à Salut, toi. Elodie. Et Alors déjà, merci. mes chers auditeurs, auditrices, je suis désolée pour ma voix totalement cassée. C'est bien moi, Elodie, au micro, hein, voilà, je tiens à le dire. Mais j'ai la voix vraiment totalement cassée. Ça va passer comme tout. On a l'habitude, on en a vu d'autres. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment un grand honneur de t'inviter et j'ai pour habitude de présenter mes invités et d'expliquer pourquoi je les invite en fait. Pour moi, quel est l'intérêt d'inviter cette personne-là? Alors déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, c'est un tort. Ils devraient te suivre sur les réseaux. Euh, alors, toi, tu m'as donné une petite bio, donc je vais te présenter comme effectivement on te connaît, et puis je vais dire comment moi je te vois et pourquoi je t'ai invité, ok? Aucun problème. Ok. Donc, essayiste, écrivain, éditorialiste pour Marianne et Bastille. Tu diriges la collection de philosophie Petit Traité avec Mathias Leboeuf. Tu as écrit aujourd'hui 3 livres, Guérir l'impossible, pardon, Le silence de la joie et Petit Traité de la mort et l'usage des bons vivants que j'ai là et que je voudrais donner un extrait parce que c'est une pépite. Je n'ai pas lu les 2 premiers, mais c'est dans ma palle, clairement. Euh, Tu es bientôt, il y a un roman qui sort. J'ai hâte, sans vouloir te mettre la pression. J'ai vraiment hâte. Voilà, c'est. Oui, moi aussi. Ouais, ouais, je me doute. C'est rare que je me régale autant dans la lecture d'une écriture, dans la fluidité de la pensée, la richesse, l'intelligence. Et tu vois, moi j'adore le caramel. Et je disais à mon mari, mais j'ai l'impression de manger un petit bonbon de caramel quand j'ai lu ce livre. Et pourtant, il traite de la mort. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est un sujet sur lequel moi je suis à l'aise, donc peut-être que c'est aussi ça qui fait que ça m'a pas dérangé. Mais je pense que c'est vraiment. Alors, c'est un tout petit livre qui coûte 9,90 €. Donc, vraiment, toutes les personnes qui le voient, qui s'interrogent sur la mort. Ou peut-être c'est un sujet où elles aimeraient y réfléchir autrement. Je vous souhaite de le lire, vraiment. C'est une. En plus, c'est divin à lire. Vraiment, vraiment. Un grand merci pour ça. Ah, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Ouais, ouais, vraiment. Et alors, pourquoi je t'ai invité? Parce que j'ai appris après, en regardant ton compte, que tu avais des troubles 10. Donc, tu es aussi là pour ça. Et me dire qu'on arrive au trouble 10 à cette merveille d'écriture, j'adore. J'adore. Alors, moi, j'adore surligner des passages de ce genre de livre. Alors, peut-être pas dans les romans, et quoique, dans des romans, des fois, il y a des passages magnifiques. Mais pourquoi? Je vais te dire pourquoi, parce que je veux le relire. Tu sais, il y a des choses qui t'impactent pas en une première lecture. Un peu comme dans une relation. Tu sais, plus tu apprends à connaître la personne et plus tu l'aimes et plus tu découvres certaines, ben, tu vois, certaines choses de sa personnalité, en fait. Et je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas pu comprendre, soit parce que j'avais encore mes propres biais, soit parce qu'il y avait déjà tellement de choses à réfléchir et que tu passes d'une idée à l'autre tellement rapidement que des fois, tu n'as pas le temps de digérer, soit parce que des fois, tu peux pas t'y connecter parce que t'as pas la maturité pour le comprendre dans une première lecture. Et du coup, quand je relis, tu sais, mes livres où j'ai surligné, c'est hyper intéressant de me rendre compte que dans une deuxième lecture, j'aurais pas surligné les mêmes passages. Ah, Tu vois? Se dire, ah, ouais, c'est dingue, ça, je l'avais pas vu. Et pourtant, c'est pépite. Voilà. Donc, je tiens à le dire. Bon, là, je vais pas tout lire parce que je pense que les gens, ils doivent l'acheter. Mais je vais lire un passage. C'est OK? ah oui, avec plaisir. OK. Alors, désolée, mais ma voix cassée, ça rend vraiment moins bien. Exister est un acte de rébellion, un cri contre la finitude. Nous ne sommes pas des immortels, mais des éphémères parés de courage. La véritable bravoure réside dans le fait de regarder la mort en face et de choisir de vivre quand même. C'est créer, aimer, rire et pleurer, tout en sachant que cela finira. Car c'est dans cette conscience de la fin de la vie que ça prend toute sa valeur, toute sa splendeur. Merci pour ça. Je suis d'accord avec ça. C'est bien, tu t'auto-congratules, genre oui, vraiment, ça me plaît. Non, 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 pas tant que ça me plaît. À chaque fois que je m'écoute, que j'entends des passages de mes bouquins, j'ai même plutôt des fois de l'urticaire. Je me dis, aïe, je l'écrirai pas comme ça aujourd'hui. C'est vrai, Voilà, voilà, je c'est ça. Je comprends. l'écrirai pas comme ça aujourd'hui, mais je suis d'accord avec le propos, en tout cas, avec effectivement. Mais ça, c'est le côté perfectionniste qu'il y a toujours un mot, une virgule qu'on aurait aimé changer et tout. Euh, mais bon, après, on en reparlera. En tout cas, merci pour ce livre. Merci, vraiment, c'était chouette. Et j'ai trop hâte de lire les suivants. Alors, moi, je te décrirais comme un passionné de lecture qui arrive à transmettre à travers les réseaux sa passion de la lecture.
Qu'importe la lecture. Moi, je ne juge pas les styles de lecture. Je trouve qu'il y en a pour tous les goûts, c'est parfait. Mais je trouve que c'est incroyable parce que tu fais partie de ces contes qui peut-être permettent aux gens de s'y remettre, de se découvrir quelque chose à travers les livres. Et je te remercie pour ça, parce que je pense que tu as donné cette envie à beaucoup. Et je pense qu'il y en a qui le témoignent, non, sur ton compte. Alors, ben, étrangement, oui, je suis toujours étonné de voir, l'intérêt que les gens ont pour, la découverte, en réalité. Cette chose-là est née d'un simple désir. Je dis souvent qu'il faut se méfier des gens qui disent qu'ils font les choses uniquement pour le partage, mais là, c'était vraiment plutôt pour me dire: «OK, je vais te transmettre ce que j'ai ressenti en lisant ce livre», ce qui fait que des fois, ben, il y a des vidéos qui sont plus authentiques que d'autres, dans le Mm. sens où, ben, certains livres m'ont fait vivre beaucoup d'émotions et du coup, je le retranscris avec cette émotion et d'autres beaucoup moins, mais je sens qu'il y a une nécessité pour les gens de le lire. Il y a des livres que j'ai pas aimés, mais que j'ai conseillés parce que Ouais. je sais que ces livres-là peuvent toucher un certain type de personnes et je pense qu'il y a aussi ce recul à prendre sur certains ouvrages, de dire: «OK, moi j'ai pas été sensible à ça, mais je pense que certaines personnes peuvent l'être», donc j'en parle certes pas de la même manière, mais j'en parle aussi et je suis toujours étonné de voir, que les gens se remettent à lire vraiment, re-rentrent dans des rythmes, découvrent des œuvres et m'envoient des messages en me disant: «Ben, ce livre-là était incroyable, mais maintenant, qu'est-ce que je dois lire?» et Ah, dès le que deuil de la fin d'une lecture, d'une bonne lecture, t'as vu? C'est pas voilà, facile. ça me fait très plaisir quand on me demande, ce que je dois lire. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde malheureusement, mais, Ouais. quand on me demande, ça me fait toujours très plaisir parce que je me dis: «OK, le désir est né». Est-ce que tu as toujours été un grand lecteur? Non, pas du tout, moi c'est arrivé super tard. J'avais, 19 ans quand c'est arrivé. 19 ans, ouais. Moi dans ma famille, ils ne lisent pas, très peu. Heu, donc ce qui fait que j'ai pas été bercé dans les livres, j'ai Mm. été bercé dans les films, j'ai été bercé dans la télé, j'ai été bercé proche des études, même si j'ai quitté l'école très, très jeune. J'ai quitté l'école à 16 ans moi, donc tu vois, c'est vraiment, très, très jeune. Ce qui fait que, ben, il y a toujours eu cette dissonance entre mon désir de découverte et entre l'imposition restreinte de devoir être dans un, monde qui me correspond pas. Toujours une petite impression de décalage, ce qui fait que la lecture m'a permis, de pouvoir vivre 1000 vies par procuration, mais pour cela, il a fallu d'abord que je prenne conscience de ce que moi j'étais en train de vivre et en fait, c'est vraiment une grosse dépression que j'ai vécue, en fait, à l'âge de 19-20 ans qui a fait que par la suite, la lecture a été mon refuge. Donc, attends, t'as quel âge là, du coup, pour les personnes Moi, qui... je vais avoir, 29 ans là. Je 29, vais ouais, 29. Donc, ça t'es jeune. Donc, ça va faire 10 ans que vraiment tu t'es abandonné à la lecture. c'est ça, voilà, exactement. Ce qui fait que Génial. j'avais du retard à rattraper, hein, Ouais, 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 mais de tous les classiques, surtout que moi j'ai commencé la lecture par la philo, hein, donc ça a pas été la porte d'entrée la plus facile, non. mais ça a été, une obsession. Une passion qui est devenue une obsession, qui est devenue une névrose. Voilà, on peut dire un peu ça comme ça. Et du coup, donc tu disais, alors moi j'ai envie de connaître un peu ton parcours scolaire, professionnel, ce que tu as envie de nous en dire. Moi, j'ai été très touchée par un de tes posts où tu parlais des troubles 10 et souvent dans la tête des gens, on se dit trouble 10, lecture, écriture, heu, bon, tu vois? Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Bah, tu sais, beaucoup d'auteurs, moi j'ai beaucoup évolué et j'ai beaucoup compris, en fonction de la vie des auteurs. C'est-à-dire qu'il a fallu que je m'identifie, que je trouve un peu mes idoles, Mmh. à un certain moment donné de ma vie et évidemment, j'ai pas fait d'études, j'ai quitté l'école à 16 ans, C'était j'ai un fait choix plein volontaire de tu enfin ça c'était un c'était choix volontaire, difficile voilà. pour toi l'école? J'ai Tu avais des difficultés à C'était l'école? vrai traumatisme. Pour moi, Ouais. l'école, ça a été extrêmement difficile. J'ai été humilié par des professeurs à l'époque, Mmh. en fait, moi, j'habitais sur le bassin d'Arcachon, ce qui fait que mon père était docteur sur le bassin d'Arcachon. C'était le docteur de quasiment tous les profs, du collège. On a un enfant qui n'arrive pas à se concentrer, qui est perturbé, qui a besoin de dynamique, qui ne comprend pas les choses. En fait, je comprenais les choses, mais pas de la même manière que ce que les professeurs me disaient, voilà, où j'avais des réflexions du style, lorsque un professeur d'histoire me disait: «Bon, ben, voilà, la vie de Jules César», ma réflexion première était: «Comment tu peux me parler de Jules César sachant que tu n'y étais pas?» Qu'est-ce qui Ouais. me fait dire, en gros, que c'est Logique, vrai? juste logique. Donc voilà, ce qui fait que je ne comprenais pas, enfin, j'étais toujours à côté de la plaque.
Mmh. Et donc, c'était très difficile parce que mon père avait vraiment tracé un chemin pour moi, vraiment un chemin concret où il fallait que je fasse telle étude. À l'époque, c'était bac S, que je fasse études Ouais. scientifiques. Ah beh, D'ailleurs, je fasse vraiment quelque chose de vraiment concret. Et moi, les seules choses où je trouvais du plaisir, c'était dans le sport et dans l'art, c'est-à-dire la musique, l'art plastique et le sport. Ce qui, pour mon père, ne servait absolument à rien. C'est des distractions, du mmh. divertissement. Et pourtant, c'était vraiment que là-dedans que je me retrouvais. Je me suis fait virer de beaucoup de collèges parce que j'ai très perturbateur. J'ai été bizuté pendant longtemps en primaire, pendant des années. J'ai vécu un enfer. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivé au collège, j'ai eu cet aspect de rébellion. Ouais. Euh, j'ai eu l'impression de, voilà. Et l'école a été extrêmement difficile pour la simple et bonne raison que je faisais énormément de fautes d'orthographe, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. J'avais énormément d'attentes sur mes épaules, ce qui fait que je me sentais étouffé en fait par toutes ces demandes qu'on attendait de moi et tous la pauvreté de ce que moi je pouvais donner. Mmh. Euh, Ce qui fait que lorsque j'ai lu Kafka, évidemment, que j'ai retrouvé dans Kafka, quand on lit la lettre au père de Kafka, où il envoie une lettre, il écrit en fait une lettre qu'il donne à sa mère et que sa mère ne donnera jamais à son père, hein, que son père ne lira jamais, et Kafka mourra sans que son père n'ait jamais lu cette lettre-là, où il dit toute la vérité de ce que lui pense sur son père. Et ce qu'il a souffert, tout le poids qu'il a eu des attentes de son père qui était entrepreneur, qui attendait de son fils énormément de choses et que lui n'était pas capable de lui donner. Et il finissait dans une compagnie d'assurance. Il travaillait dans une compagnie d'assurance. Il a été écrivain. Toute sa vie, il a écrit des bouquins. Il n'en a publié qu'un seul de toute son existence. Et à la fin, à sa mort, il dit à son meilleur ami Max Brod et il lui dit brûle mes manuscrits parce que ils ne sont pas bons. Rien n'est bon. Brûle mes manuscrits. Et en fait, Max Brod ne fais pas ça, ne brûle pas les manuscrits, ce qui nous a permis de pouvoir découvrir Kafka, la Métamorphose, le Château et compagnie. Et donc, il y avait cette médiocre opinion qu'il avait de lui-même pendant des années et des années, toute sa vie. Il a eu cette souffrance intime, ce qui fait que lorsque je découvre cette vie-là, des auteurs comme Kafka, comme Dostoïevski, des auteurs qui étaient, voilà, qui sont russes de base, enfin, pragois et russe, on va dire, c'était extrêmement révélateur pour moi parce que je me disais, OK, on peut ne pas du tout être prédestiné à quelque chose, avoir un désir de, et au final pouvoir le travailler d'une certaine manière et en arriver à en faire quelque chose. Et donc, pourquoi est-ce qu'on finit par publier? On finit par publier parce que Borges, l'écrivain argentin, dit que on publie parce que sinon on fait des brouillons toute sa vie. Et c'est pour éviter de faire des brouillons, sinon on reprendrait nos livres éternellement et on ne les publierait jamais. C'est pour ça qu'on publie, pour éviter de faire que des brouillons toute notre vie. Donc c'est un peu pour ça que je le fais aussi et par nécessité. Donc c'est euh, c'est c'est jamais facile, mais c'est toujours très agréable. Alors, on a parlé de tes troubles 10. Est-ce que tu as Oui. d'autres atypies? Alors là, c'est une très très bonne question. J'ai été voir beaucoup de psychologues, de psychanalystes, mais j'ai jamais fait De tests d'analyse. officiels? Voilà, de test officiel. Alors moi, je Mmh. vais te dire en toute honnêteté pourquoi est-ce que je n'ai jamais fait. J'ai une philosophie de vie qui touche à celle d'Héraclite, à celle de Rosset, qui dit que définir une chose, c'est le réduire à sa définition. Euh, voilà. Euh, de ce fait, j'ai toujours eu beaucoup de mal à pouvoir me définir moi ou essayer de chercher à me définir parce qu'en fait, ça ne m'aidait pas du tout dans ma vie. Je comprends très bien que le fait de le savoir puisse aider, mais moi, ça ne Mmh. m'a jamais servi, vu qu'au Totalement. contraire, je savais que j'étais en constant changement et que j'étais pas figé dans quelque chose. Donc, j'ai jamais eu la nécessité de me dire, OK, il faut que tu fasses des analyses parce que tu comprends pas comment est-ce que tu fonctionnes. Au contraire, moi, c'était plutôt, moi, je comprends comment je fonctionne, mieux je me sens. Ah OK, C'était très. c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Cependant, là, tu nous as parlé des impacts sur ta vie, scolaire, notamment sur les 10. Tu nous as un petit peu dit et je vais aller te repêcher là-dessus, quand tu disais quand même tu te sentais à part. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours ressenti? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore? Je le ressens aujourd'hui. Oui, ça dépend des milieux dans lesquels je me trouve. Hem, mais en général, oui, parce que j'ai un physique qui correspond pas à ce que je fais et du coup, ce qui fait que dans certains milieux, je vais correspondre par rapport au physique et dans d'autres Mmh. correspondre par rapport à ce que je vais dire. Ce qui fait qu'il y a toujours une certaine dissonance, il y a toujours un sentiment, d'étrange banalité.
Tu vois, c'est un peu ça, je me sens pas supérieur ou incroyable ou différent, mais il y a quelque chose qui fait que je suis toujours entre 2 sphères et que je sais pas vraiment comment naviguer au milieu. Tu as la sensation que les gens te réduisent à quelque chose, à une case? Oui, mais ça, c'est pas tant quelque chose qui me dérange, le fait que les gens me réduisent à quelque chose, à une case de quoi que ce soit. Ce qui me dérange, c'est plutôt le sentiment dans lequel je vais être, à l'intérieur. J'aime en jouer plutôt même des fois, ça. Je sais que Mmh? j'ai fait beaucoup de trucs avec des universitaires, ou j'ai fait des conférences avec eux, ou j'ai intervenu en université et donc forcément les profs, ils ont une opinion avec les tatouages que j'ai ou Ouais. autres qui Mmh. ils vont avoir une opinion assez figée et du coup, moi j'aime en jouer, et le prendre dans l'autre sens. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai eu pendant longtemps ce sentiment de toujours vouloir prouver que je connaissais des choses, prouver Mmh. que j'étais pas idiot, prouver que c'est pas parce que j'avais tel physique que du coup j'étais forcément, le reflet, de l'ombre que je reflétais, voilà, non pas du tout. Et donc j'étais toujours dans une quête de vouloir jouer le rôle de celui qui connaît la philo, jouer le rôle de celui qui écrit, voilà. Et puis un jour, j'ai écouté Fabrice Lucchini qui était en discussion avec Sylvain Tesson, je me rappelle plus exactement dans quelle émission, ils avaient une discussion et en fait, il lui a quitté l'école qui est très, très jeune aussi, hein, je crois à 13 ans, il a quitté l'école pour devenir coiffeur et donc il était pas prédestiné non plus à de grandes découvertes littéraires, notamment comme celle d'Hugo, de Flaubert, de Céline ou autre. Pourtant c'est un excellent passeur aujourd'hui et il dit quelque chose à Sylvain Tesson, il lui dit, «Écoute, toi, tu sais mieux que moi, je ne suis que ce que je suis. C'est-à-dire, j'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait, j'ai le droit de me tromper. Vous, qui connaissez, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Moi, j'ai le droit. Et donc, en fait, le simple fait qu'ils disent qu'il assume complètement le fait qu'il n'avait pas fait d'études, le fait qu'il n'était pas un universitaire, le fait que ce n'était pas un intellectuel, les gens mettaient plus d'attention à l'écouter, s'intéressaient plus à ce qu'il faisait, et lui se dédouanait d'un poids qui peut peser justement sur ce que les gens attendent de nous. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai fait. Je faisais une conférence en novembre dernier c'est une conférence que j'avais faite avec Nicolas Sarkozy aux Rencontres de l'avenir. Voilà. Et quand j'ai commencé à parler dans un public qui était très élitiste, un public Mmh. un peu de droite, avec un code couleur, avec des tenues, voilà, moi j'étais pas en costard ni rien, pourtant bah, j'étais devant des ministres et tout ça. Je commençais mon discours en disant, écoutez, je vais essayer de dire quelque chose d'intelligent. C'est c'est quand même bien joué. Je trouve que c'est de la J'ai essayé de manipulation. dire quelque chose d'intelligent. Et après, on a parlé de comment réconcilier les jeunes avec le patrimoine culturel français. Mais le fait de pouvoir le jouer comme ça aujourd'hui fait que je m'en amuse plus que je le subis. Oui, tu fais de la psychologie inversée et finalement, Un tu peu ça, sais ouais. en jouer. Exactement. Ça me fait beaucoup moins Est-ce mal. est-ce que c'est pas ça finalement la vraie intelligence? Je sais pas, hein, peut-être que celui qui se sent intelligent est déjà beaucoup trop bête pour le comprendre, je sais pas. Mais est-ce que du coup, aujourd'hui, tu te sens épanoui dans ta vie professionnelle? Disons que je ne sais faire que ça. Donc Que tu crois, que tu crois, je mais ne sais faire que ça. Je m'intéresse à tout, mais je ne sais faire que ça. Donc, je suis très heureux de passer une vie à pouvoir, et en lisant, vivre beaucoup de choses, et en voyageant, pouvoir me documenter sur beaucoup de choses, et avoir la chance de pouvoir passer du temps à écrire, à me concentrer sur ce que j'aime vraiment. J'ai cette chance-là, grâce aux réseaux sociaux, de gagner ma vie de manière très confortable, ce qui fait que je peux et produire du contenu sur les réseaux sociaux et pouvoir faire mon écriture. Parce qu'en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'écrire avant les réseaux mmh, sociaux, évidemment. Et l'un permet d'alimenter l'autre. Donc, je suis épanoui là-dedans. Par contre, le travail de l'écriture en lui-même est quelque chose d'extrêmement difficile et de très laborieux. Euh, En dehors de cet art qui me fait comme il me défait, c'est souvent ça que je dis. Sinon, je suis très épanoui dans le sentiment que j'ai lorsque j'écris. mmh. Qu'est-ce qui est difficile et pourquoi? Ce qui est difficile dans l'écriture, c'est le regard que je vais porter sur mon texte lorsque j'ai fini de l'écrire. Déjà, il y a la phase Perfectionnisme, idéalisme, exigence? insatisfaction chronique peut-être? Ah j'adore. Je pense, ouais, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Hem, Tu sais, Garcia Marquez dit qu'on reconnaît un grand auteur à ce qu'il est capable d'enlever de son livre, à ce qu'il est Mmh. capable de supprimer. Et moi, j'ai pas beaucoup de mal à produire de l'idée.
de l'idée d'en faire une histoire. Je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement créatif, donc pour le coup, c'est des phases que j'aime beaucoup. Sauf que la phase de créativité est une phase qui va être, qui n'est pas solitaire. C'est une phase qui est vraiment en relation avec les autres, où je vais me renseigner, poser des questions, voyager, découvrir, m'alimenter. Et ça, c'est très agréable. La phase de création où je me retrouve tout seul devant ma page blanche et il faut que j'écrive l'histoire, parce qu'en fait, l'histoire est là, l'histoire est née. Il faut que je l'écrive. Cette phase de solitude profonde qui dure des mois et des mois de profonde solitude tous les jours, où on termine son texte, on finit sa journée, on a écrit 1000 mots dans la journée. Personne ne lit le texte, il n'y a que toi et ta plume, et ça, c'est une phase qui est longue, qui est compliquée. Et à la fin du livre, on se dit, OK, il y a ça qui est né, il y a ça qui est là. Qu'est-ce que j'en fais? Je le montre à mon éditeur, et mon éditeur me dit, OK, là, on a un bon texte, on publie ce texte-là, ou sinon, ben, ça va pas. Tu sais, il m'est arrivé pour t'illustrer un peu le truc, il m'est arrivé une situation qui est très particulière. Cette année, l'année dernière, j'ai commencé un roman au décès de mon meilleur ami. L'année dernière, j'ai eu une année un peu compliquée où j'ai perdu mon meilleur ami, mon père, Tu en parles dans la dans même le année. mmh. Voilà, et justement, c'est de là aussi qu'est né c'était drôle parce que j'ai signé ce livre-là avant les décès et j'ai vécu Mmh. l'expérience des décès après et du coup, ce livre sort de tout ça. C'est un livre que j'ai écrit très vite, qui est sorti très, très simplement. Vraiment, j'ai mis, je crois 3 semaines à écrire ce livre et j'ai pris Mmh. beaucoup, 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 beaucoup de plaisir. J'avais bossé 2 ans avant sur un autre essai, c'était très laborieux. Et là, je me lance dans l'écriture de mon premier roman, qui était une histoire très sombre, très noire, où il y avait une forme d'expiation, un désir de vouloir vraiment montrer ce que représentait la perte, ce que représentait le manque, ce que représentait la souffrance. Un univers qui était très, très sombre. Et en fait, j'ai une amie à moi, enfin une autrice, qui est devenue amie, qui est une très, très grande autrice canadienne, qui s'appelle Audrey Willemy, qui a écrit un livre qui s'appelle Peau de sang, qui est remarquable. Et je vais manger avec elle, lis mon manuscrit. J'ai proposé à des tonnes de maisons d'édition, aucune ne voulait publier ce livre, il n'y avait rien qui pouvait se produire. Et elle me dit, elle me regarde comme ça, elle me dit, écoute, tu sais, des fois, on écrit des livres qui ne sont pas faits pour être publiés, Mmh. mais on écrit des livres pour pouvoir se purger de quelque chose et pouvoir écrire après le bon livre. Alors quand on te dit ça et que tu passes des nuits blanches pendant mois et des mois à écrire un livre et tu dis, oh là 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 là, c'est pas possible, je peux pas entendre ça. Et en fait, il s'avère que je trouve un éditeur qui veut bien publier ce livre-là, mais je sais qu'il va y avoir beaucoup de corrections, beaucoup de travail, il va y avoir des choses à alléger, que ça va être très compliqué. Je laisse un mois d'attente, où pendant un mois, j'écris plus du tout, je me déconnecte complètement de ce livre. Et en fait, je lis un livre de Garcia Marquez qui s'appelle Chronique d'une mort annoncée, qui est un livre qui m'a profondément marqué dans ma vie. Et la nuit qui s'ensuit, hein, il faut savoir que moi je suis très sensible aux lectures, donc je fais un peu une insomnie, je réfléchis beaucoup, mon cerveau est en suractivité. Le lendemain, je suis fatigué, je passe ma journée et en fait je passe une nuit de plomb. C'est-à-dire que là je dors vraiment, je me réveille, sauf que quand je me réveille, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit, tellement j'ai rêvé pendant la nuit, Mmh. tellement Je j'ai vois. fait des choses pendant la nuit. C'est ce genre de où tu te réveilles, tu te dis mais c'est pas possible, j'ai pas dormi, Oui, c'est j'ai ça. fait tellement de choses cette Tu nuit-là, une c'est pas 2e vie et au final, tu es fatigué. ah, j'ai une vie où mon surmoi s'est évanoui, quoi. J'étais vraiment dans mon monde, dans un autre monde. Et de ce rêve-là est née une histoire. J'ai pris 4 feuilles A5 que j'ai collées comme ça, comme un profiler. Et j'ai mis des post-it où j'ai écrit mes personnages, mon intrigue, mon histoire. Et en fait, est né un monde entier, vraiment une histoire entière. Et une semaine avant, je suis à Amsterdam, je vais au musée de Van Gogh. J'entends une phrase de Van Gogh qui me bouleverse, qui dit qu'il essaye de faire de son art et de la peinture, qu'il essaye de la produire avec la simplicité d'un souffle. Mmh. C'est un sublime. Je me dis, waouh, la simplicité d'un souffle, moi, c'est pas du tout ce que je vis depuis des mois et des mois avec mon bouquin, où je me scarifie Ouais. à coups. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout sort avec une grande simplicité. En 3 semaines, j'ai mon manuscrit entier qui sort. Enfin, disons, j'ai le premier jet qui sort. J'envoie à mon éditeur et je dis, voilà, j'ai ça qui vient de sortir. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, regardez. 1 heure après, il m'appelle. Il me dit, on publie ça. Ah. On veut absolument ce livre-là. Et là, j'ai fait, OK, c'est dingue, c'est incroyable. Et donc, du coup, après, s'en est suivi une immense créativité autour de ce livre-là pour le peaufiner, rajouter des pages, supprimer des passages, tout ça. Mais tout était né de cette expiation-là et elle avait raison. Et je me suis dit, ah, dis donc, je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message, on s'est au téléphone. Elle m'a dit, ah, mais dis donc, je t'avais dit ça sans le savoir et au final, ça se produit. Je dis, bah merci. J'ai eu du mal à l'entendre, mais au final, il s'avère que c'est vrai. Donc,
C'était une réponse très très longue pour te dire quelque chose de très simple, c'est qu'effectivement, c'était très laborieux à cause de ben, tous ces... que parfois le roman prend le dessus sur toi. Mais alors, attends, j'ai forcément une question. Ça prend tellement de proportions dans ta vie, parce que ce côté un peu artiste, faut bien le dire. Je sais que tu es papa, tu vis en couple. Ouais. Les conséquences de cette passion dévorante sur ta vie familiale et personnelle, c'est quoi? Je vis avec une femme qui a le courage de le supporter et avec une qui a, qui n'a pas vraiment le choix en fait que de le vivre avec moi. Ce qui fait que, pendant les phases de création, c'est très difficile parce que je suis dans un univers, qui prend le dessus sur ce Mmh. que je peux contrôler. C'est-à-dire que j'ai un besoin de partage, j'ai un besoin de réflexion, j'ai une hyperactivité mentale à ce moment-là, pour le produire, ce qui fait que je ne dépends que de ma créativité. Je vais commencer l'écriture de mon livre et à partir du moment où je commence l'écriture de ce livre, en tout cas pour de la fiction, je commence cette écriture-là, je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas fini le livre. C'est-à-dire que s'il faut je me réveille à 2 heures du matin parce que j'ai une idée, je me réveille, je la note, j'écris et en fait, ma femme le sait, ce qui Mmh. fait que, elle a beaucoup de recul là-dessus, qu'elle le vit très, très bien parce qu'elle sait que dans ces phases-là, je suis dans une phase de hyperactivité, OK, tu deviens maniaque, quoi, tu fais totalement maniaque, quoi. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Disons que je dépends de ce qui me vient et parfois je vais lire un truc et paf, Mmh. ça va me lancer dans une réflexion, ça va me lancer: «Oh mon personnage, ça, telle idée, je peux adapter, je peux mettre ça à l'intérieur, ah en fait je vais pas lui faire prendre cette trajectoire-là, mais je veux lui en faire prendre une autre, donc il faut que je modifie tel passage» et donc du coup, c'est un vrai plaisir pour moi ce moment-là, mais ce qui est très difficile, c'est la relecture où je me relis et je me dis: «OK, c'est profondément médiocre, qui va vouloir lire ça?» Et ça, c'est toujours cette contradiction entre, le moi qui écrit et le moi qui relit où, il y a une espèce de guerre entre les 2 quoi. Je vais revenir sur l'organisation parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, Mmh. et qui sont multipassionnés, multipotentiels, je sais que tu connais, et qui, à mon avis, ont des fois des passions dévorantes comme ça et ça peut être compliqué. Je sais que donc tu es en couple et c'est de notoriété publique avec, Solène Fic qui fait un travail exceptionnel sur les réseaux, qui est elle-même une grande créatrice de contenu, mais également effectivement, voilà, qui est auteure aussi, enfin autrice, tu vois? Elle écrit des livres. Elle fait un super travail, elle est aussi une super businesswoman. Moi, pour suivre quand même son travail, je le trouve génial et je me dis: «Waouh, on a quand même 2 personnalités fortes qui ont des passions avec un enfant». Niveau organisation, comment ça se passe? Niveau de vie de famille, vous arrivez à jongler avec tout ça? Ah oui, 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 bien sûr, parce que, on est dans 2 univers qui sont extrêmement différents, extrêmement Mmh. différents. Moi, je vis dans mon monde, elle vit dans le sien. On essaie de faire des ponts et le pont, c'est Génial. évidemment notre fille, aussi, mais on essaie de faire des ponts sur, moi m'intéresser à ce qu'elle fait, elle Mmh. s'intéresser à ce que je fais, que chacun puisse poser un regard. Mais c'est vrai qu'on est dans 2 mondes qui sont complètement différents et parfois très opposés. Donc, c'est pas toujours facile, mais on communique tellement bien tous les 2. Et elle est tellement d'un bon soutien pour moi parce que tu vois, elle lit mon roman, elle s'intéresse vraiment à ce que je fais. Elle me dit: «Voilà, là, c'est pas toi qui parles, c'est ton personnage. Là, j'ai l'impression de te retrouver toi». Donc, ces retours sont extrêmement intéressants parce qu'elle me connaît Vous parfaitement. connaissez bien. Voilà, elle me connaît très, 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 très bien, Mmh. ce qui fait qu'elle sait lorsque je veux jouer le rôle de l'écrivain et lorsque c'est mon art qui s'exprime. Ce qui fait que c'est plus Mmh. les mêmes constructions littéraires. Et en même temps, je l'embête tellement pour me lire. C'est tellement ma première lectrice que du coup, ses retours sont extrêmement importants pour moi. Elle arrive toujours à avoir un retour qui soit lucide et là-dedans, je retrouve, tu sais, la relation que Jean Giono avait avec sa femme. Sa femme, réécrivait en fait, ses manuscrits parce que lui écrivait très, très mal et donc du coup, c'était la seule qui arrivait à le relire Mmh. et c'était extrêmement intéressant la relation qu'ils avaient parce qu'elle lui disait: «Non mais attends, je sors avec un vrai enfoiré. Aujourd'hui, tu as tué 150 personnes». Et il faut vraiment être quelqu'un d'horrible pour pouvoir tuer 150 personnes. Alors, lui, il le prenait un peu mal, il le prenait personnellement et le lendemain, lorsqu'il lui envoyait la suite de ses feuillets, il lui disait: «Tu vu, aujourd'hui, j'ai fait pousser 150 roses. Heu donc je suis pas si mauvais que ça». Et donc cette espèce de lien intime qu'on peut retrouver dans des univers qui sont assez différents, permettent de pouvoir et moi m'alimenter et aussi de partager des choses ensemble. Et après l'organisation avec la petite,
fait que, moi, j'ai beaucoup plus de temps libre dans mes phases, de Oui, relecture. c'est ça. Voilà, c'est ça et dans mes phases d'écriture, je elle sait que j'ai vraiment la tête dedans et mais par contre, je Voilà. prends toujours au moins une journée où je coupe complètement à 100 et là, je la consacre vraiment qu'à ma fille et je Mmh. fais vraiment qu'elle pendant une journée, au moins dans la semaine à 100. Sinon, j'essaie d'être avec elle, ben, lorsque je travaille pas, c'est-à-dire que je sais qu'entre moi, je travaille beaucoup le matin, ensuite je travaille pas l'après-midi parce que j'arrive pas à travailler l'après-midi et je travaille beaucoup le soir. Ce Mmh qui mh. fait que, entre 16 h et 19 h 30, le moment où elle va au lit, je suis à fond avec elle, mais dès qu'elle est au lit, après, je sais que je vais reprendre. Ouais, ça, c'est la vie de tout parent qu'on moi, c'est la même chose. Une fois qu'ils sont au lit, on a notre deuxième vie qui commence. Ouais, voilà, c'est ça. Quand je lis tes ouvrages ou que je te suis sur les réseaux sociaux, tu me diras si je me trompe, mais moi, je ressens une grande sensibilité, un homme avec une grande sensibilité. Tu en penses quoi, toi? Et une C'est sensibilité assumée, je dirais même, tellement assumée que c'est devient un non-sujet de ce que je ressens. mmh. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant d'autant plus que j'en parlais avec Solène, justement il y a quelques jours et avec des amis à moi. J'ai beaucoup d'amis qui proviennent de plein de milieux différents, ce qui fait que c'est très intéressant. J'ai grandi dans les quartiers, donc j'ai des potes de quartier. J'ai, des universitaires, j'ai vraiment, tout type de personnes. Ce qui fait que à chaque fois, j'ai un retour qui est très différent là-dessus. J'en parlais avec mon meilleur ami qui est d'ailleurs Mathias Leboeuf avec qui je dirige la collection. Mmh. Et je disais, c'est dingue parce que, j'ai toujours eu une certaine sensibilité au monde qui m'entoure. J'ai grandi avec une grand-mère, qui avait perdu son mari assez rapidement, ce qui fait que moi, entre mes 13 et mes 17 ans, j'ai vécu chez mes parents et entre 16 et 17 ans, entre 12, on va dire, et 16 ans, j'ai vécu chez mes parents avec ma grand-mère qui dormait avec moi. Mmh mh. Parce qu'on n'avait pas assez de chambres, parce qu'il y avait aussi les parents de ma mère, enfin tout le monde habitait ensemble chez mes parents. C'était un peu, la maison, familiale et elle me racontait des histoires tous les soirs. Tous les soirs, je sais que j'avais le droit à mon histoire, j'avais le droit à cet univers-là, j'avais le droit à quelque chose de nouveau et je sais qu'elle a alimenté quelque chose en moi, qu'elle a créé un regard différent sur le monde. Ce qui fait que depuis que j'écris notamment, je profite beaucoup plus de ce que je perçois et je vois dans chaque petite chose une histoire à raconter. Mmh. Heu, je trouve des histoires en fait partout, ce qui fait que j'ai une sensibilité, on va dire artistique avec le monde. Claude Monet, tu sais, pensait que il essayait de réussir à peindre l'espace qui se trouvait entre lui et la chose perçue. Non pas de peindre la chose perçue, mais de peindre l'espace qu'il y a entre les 2. Et en fait, j'ai l'impression que je me retrouve énormément là-dedans, à essayer de peindre un espace plus qu'un point en tant que tel. Et donc, cet espace, il est fait d'émotions, il est fait de sensibilité, il est fait de situations. Et j'avoue que depuis que j'ai perdu mon meilleur ami et mon père, j'ai une sensibilité qui s'est multipliée fois 1000, ce qui fait qu'un rien, pour un autre me détruit considérablement. Tu es une fois Heu, vulnérable. ouais, c'est disons qu'il y a vraiment une faille qui s'est ouverte et qui fait qu'avant je pouvais être très proche de choses qui sont sombres, très, très noires, des histoires qui sont très violentes ou, dans une littérature qui soit très sombre et être très attiré par ça. J'ai toujours été très attiré par ça et aujourd'hui, je la regarde avec un œil différent, Mmh. où je sens plutôt qu'il y a quelque chose qui s'écorche à chaque fois que je lis ou que je regarde un film, où il faut que je tourne la tête Mmh. disons pour, mettre mes larmes dans un autre pieu. Le Voilà. petit Chris, quand il était jeune, il se trouvait sensible, trop sensible? On lui faisait de la réflexion ou pas? Non, non, j'ai au contraire, je voulais ne pas du tout être sensible, hein, Mmh. je voulais pas être sensible parce que j'ai été bizuté pendant de très, très jeune, de CP au CM2, j'ai vraiment été bizuté, c'était vraiment un enfer, Ouais, du ce qui fait harcèlement, quoi. ouais, ouais, du harcèlement, ça a été vraiment très, très fort, très, très Mmh. dense. Pendant des années, je dormais plus, je dormais avec mes parents. Moi, je dormis, avec des gens jusqu'à mes 16 ans, quoi. Il y a que quand j'ai quitté, le la maison familiale que j'ai dormi tout seul, que j'ai plus dormi avec qui que ce soit. Et Ce après qui tu as fait que rencontré Solène, alors du coup tu redors avec quelqu'un? voilà, après je dors avec d'autres personnes et ma fille même, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est très agréable. Mais j'ai toujours fui la solitude, hein. J'ai toujours fui la sensibilité qu'on peut retrouver lorsqu'on se retrouve face à
la triste banalité dans laquelle on est, quoi. C'est vraiment ça, hein. Je voulais pas voir la médiocre personne que je pouvais être. De ce Mmh. fait, je me créais vraiment un monde entier, hein. J'étais très menteur. J'étais un gros menteur. J'ai été un gros menteur toute mon enfance. Par contre, les gens croyaient en mes mensonges. Et je pense que le travail de l'écrivain, c'est de savoir bien mentir. Donc je me dis que C'est intéressant ça. la vocation était toujours là, quoi. Il faut croire à mes mensonges. Il faut croire en mes... Méfiez-vous des auteurs. Non, mais c'est vrai, l'auteur est un menteur. Et justement, en créant une histoire qui n'existe pas et qu'on arrive à la rendre plus réelle que le réel lui-même, c'est là qu'on se rend compte que justement l'art est réalisé. C'est-à-dire Ah moi je le qu'on vois a pas fait... du tout comme ça. Pour moi, Alors, enfin, le travail d'un auteur, c'est de pouvoir une vérité qui est des fois tellement intense, voire trash pour les gens, que justement, il la révèle au grand jour. Tu vois? C'est un pourvoyeur de vérité pour moi en plus. Je le bien vois sûr. comme ça. Mais bon, voilà, c'est une façon de Non, voir. mais c'est totalement vrai, c'est totalement vrai ce que tu dis parce que ça n'empêche pas pour autant de pouvoir dénoncer des choses qui sont importantes aussi de notre société aujourd'hui, on voit la montée des extrêmes, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Donc, il y a un moment donné, on se dit évidemment, les écrivains font de la politique. C'est-à-dire que Mmh. je pense que toute littérature est forcément politique parce qu'elle naît dans un contexte. J'ai entendu Et dire ça sur les réseaux. Tu as fait un contenu là-dessus, très intéressant. voilà, je pense que c'était extrêmement important pour moi de le dire parce Mmh. que toute littérature aujourd'hui est forcément politique. Qu'on On est parte du biaisé roman. tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire pour la simple et bonne raison qu'elle naît dans un contexte et que ce qui a été produit dans les années 80 et ce qui est produit aujourd'hui ne dit pas la même chose. Et on retrouve un chef-d'œuvre, et c'est la différence du chef-d'œuvre avec l'œuvre, c'est que le chef-d'œuvre est ce qui supprime tout ce qui a été fait, il révolutionne tout ce qui a été fait et qui il peut être adapté dans tout contexte. C'est-à-dire que OK? 1984 de George Orwell peut être adapté dans n'importe quel passage de l'existence humaine. Je pense qu'on lit George Orwell dans 100 ans, je Mmh. pense qu'on pourra aussi bien l'adapter qu'aujourd'hui et que en 1949 lorsqu'il a écrit. Donc c'est ça qui est remarquable. Maintenant, c'est vrai que ouais, moi j'ai toujours été je pense vraiment que la littérature, tu sais, si je devais avoir une vision de à quoi pouvait servir la littérature, évidemment, c'est en mentant. Le mensonge n'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein. Quand on esquive un coup au judo, on fuit. On fuit le coup. Et on voit souvent la fuite comme quelque chose de mauvais aussi, comme le voyageur qui fuit ou autre. La fuite peut être quelque chose de bon aussi pour éviter de prendre un coup, Oui, tout ça peut comme être le salvateur, bien sûr. Putain, et je pense vraiment pour le coup que l'écrivain a cette capacité à mentir. C'est-à-dire que quand on voit, je prends encore l'exemple de Garcia Marquez qui crée un univers, ou même Alejo Carpentier qui fait le partage des eaux, ou autre, qui font du réel quelque chose de merveilleux. Pour Alejo Carpentier, pour Garcia Marquez, de quelque chose un peu surréaliste, de magique. C'est pour ça que lui, il a créé un univers du réalisme magique. C'est-à-dire que il intègre quelque chose de magique dans son monde, dans son univers, et c'est cette magie même qui s'intègre au réel de manière si concrète, qui permet de la rendre encore plus réelle que le réel lui-même. C'est le mythe, c'est des mythes un peu grecs. Les mythes grecs, ce sont des choses qui naissent dans des univers qui nous paraissent pas du tout tangibles, mais qui reflètent la réalité encore plus que la réalité elle-même. C'est ça qui est fort. Et je trouve que cette capacité à pouvoir faire introduire dans le lecteur l'idée selon laquelle quelque chose qui n'est pas possible peut devenir possible, non pas parce qu'elle est folle, qu'elle est spirituelle, qu'elle est ésotérique, qu'elle est magique ou autre, mais parce qu'elle dit quelque chose du réel sans jamais le prononcer. Et je trouve que c'est ça qui est fort dans la littérature. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye tant bien que mal de faire avec mes pauvres armes, mais c'est vraiment ça que je trouve de remarquable dans la littérature. Alors, je trouve ça fascinant parce qu'à chaque fois, je te pose une question, même Chaque si fois, je toi réponds pas à la question. bah, alors non, si, tu y réponds, mais tu sais, comme un poète qui répond toujours en vers, toi, tu réponds toujours en citation de livre. Ouais, Tu voilà, voilà. En fait, parce que je trouve que les autres le disent bien mieux que moi, tu vois. Et Donc, pourtant et c'est pour ça que je t'ai cité dès le début dans le livre, parce que je trouve que tu as des fois les mots qui disent très bien les choses, tu vois? Mais je trouve ça super intéressant. Tu et ils le par disent mieux contre que moi. Du coup, je suis obligé attends, de mais leur rendre. quelle mémoire! Quelle mémoire pour citer tous ces auteurs, toutes ces citations. Tu as toujours eu une mémoire comme ça. Alors, j'ai eu la malchance de l'hériter de mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui a eu une très très bonne mémoire, qui a vraiment toujours eu une bonne mémoire. Et moi, j'ai toujours retenu les choses qui m'intéressaient vraiment, qui me passionnaient. Là Mmh. où je vais avoir une très mauvaise mémoire sur les petites choses du quotidien. Ah Je oui. peux oublier.
je vais voir quelqu'un tous les jours, je ne veux pas me rappeler de son prénom, Ah, voilà. si, si, Donc, j'ai compris. voilà, c'est des petites choses du quotidien font que j'ai pas du tout une bonne mémoire et que ça serait catastrophique d'avoir en fait une excellente mémoire. Mais par contre, les choses qui m'intéressent font que parfois je vais lire une phrase et directement elle s'intègre et elle est là. Voilà. Elle est enregistrée dans une espèce de bibliothèque. Et alors, j'ai quand même une question parce que ton parcours, il est quand même pas évident. Donc, quand de tout ce que tu nous as dit quand même entre le harcèlement que tu as connu, la souffrance que ça génère et je sais beaucoup d'atypiques le disent, c'est destructeur l'école pour beaucoup d'atypiques, en termes d'estime de soi, de d'image de soi, de vision et de projection de soi dans l'avenir aussi. C'était pas facile aussi parce que tu as connu de nombreux deuils, de nombreux décès. Donc tout ça, ça demande quand même une sacrée résilience. Ce que j'en comprends, c'est que tu as trouvé aussi de la force à travers tes lectures, à travers la vie des autres, à travers de nombreux témoignages. S'il y a des gens qui nous écoutent là et qui se sentent perdus et qui ont la sensation qu'eux, ils n'y arriveront pas et qu'ils n'aiment pas la lecture, est-ce que tu as réussi, toi, à prendre le recul et à analyser quels ont été tes leviers de transformation ou en tout cas d'acceptation ou d'évolution et que tu pourrais transmettre? Ah, c'est une excellente question. Moi, malheureusement, je n'ai que de mauvais conseils à donner, quoi. Top! Le Eh ben, meilleur conseil alors que je donne tous les pourrais, conseils qu'on ne surtout pas, suivra pas. voilà, surtout ne suivez pas les conseils que je vous Voilà, donne, c'est forcément mauvais. Non, c'est une excellente question. Malheureusement, tu une petite citation sous le coude là, je le sens. non, 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 pas du tout. Non? C'est que je crois pas tant à la transformation. Je crois plutôt à notre camouflage. C'est-à-dire que il faut réussir à être un peu le caméléon qui arrive à prendre la bonne couleur sur la bonne branche, quoi. Et c'est un peu ça. C'est en réalité, c'est un peu ça. Je pense qu'on a plutôt intérêt à ne se dire: «Comment est-ce que ce que nous vivons peut être une certaine force pour quelque chose d'autre?» C'est-à-dire que moi, de faire beaucoup de fautes d'orthographe, avoir du mal même encore aujourd'hui quand je lis, beaucoup de fois, je dois revenir en arrière parce que je transforme les mots que je lis. C'est-à-dire que je vais dire «des gens» alors qu'en fait, il y a écrit, complètement quelque chose de Mmh. différent. Ça m'arrive tout le temps. Maintenant, je pense que c'est surtout l'aspect de s'entraîner, le fait de faire, d'aller un peu contre soi-même et c'est là que la philosophie entre en jeu et qui est assez intéressante. C'est de se dire: «Jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable de pouvoir penser contre soi-même?» Jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable de pouvoir, se dire que ce que nous vivons n'est pas le dénominateur commun d'un échec, volontaire. Voilà, c'est ça et qu'en gros, on n'a pas forcément toujours du pouvoir là-dessus, mais on a la possibilité, c'est peut-être la différence que je mettrais entre le pouvoir et la possibilité, de pouvoir justement s'adapter, en fait, à la situation. Se dire: «OK, je suis comme ça changera peut-être jamais, c'est pas très grave. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais?» Agatha Christie était dyslexique. Mmh. Pas grave, Jules Verne avait des problèmes aussi. Don Quichotte a écrit ses premiers textes en prison. On est entouré de cancres, quoi, en fait. On est entouré de cancres qu'on fait passer non, mais c'est vrai, on est entouré de cancres qu'on fait passer pour des génies. Rimbaud, enfin, je vais pas citer les sonnets du trou du cul qu'il a écrits, c'est vraiment un texte écrit qui existe, hein, avec Verlaine, tous les trucs horribles qu'il a fait, c'était un bandit. C'est les gens qui vivent et en fait, on fait passer des gens Zola n'a pas le bac. Zola n'a pas le bac et toutes les énormément d'écoles s'appellent école Émile Zola. Zola Mmh. n'a pas le bac. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait de m'intéresser à des gens qui ont eu des vies qui sortaient complètement du lot. Mmh. C'est-à-dire qui ont eu des vies qui étaient quand on lit Jack London quand on lit, Martin Eden de Jack London, pardon, qui est en fait, hein, une certaine forme de biographie de Jack London, enfin voilà, un peu modifiée. Tu as tout ce chemin du pauvre petit pêcheur qui en arrive à devenir écrivain, à tous ces rêves qu'il va avoir pour vouloir devenir écrivain, qui lorsqu'il découvre le monde bourgeois dans lequel il rentre, en fait, perd toutes ses illusions, hein, perd toutes ses illusions et en finit par, se morfondre de tout le désir qu'il a toujours voulu. Alors parfois, ce qu'on désire est beaucoup plus dangereux que ce qu'on a besoin et c'est ça peut-être le truc, c'est peut-être de faire la distinction entre les 2 et de se dire que moi, ce que je dis souvent, quand j'ai des gens qui me posent la question, je leur dis: «Qu'est-ce que tu peux ne pas c'est-à-dire qu'est-ce que tu serais incapable de ne pas pouvoir faire?» Mmh. C'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que cette chose-là est plus forte que toi? C'est-à-dire que tu peux pas vivre sans la faire. Moi, je peux pas vivre sans écrire. On m'enlève l'écriture, je serais profondément triste, quoi, hein.
je souffrirais énormément et donc je pense qu'à partir de ce point-là, qui peut être la passion, le conatus, la libido, l'appelez comme vous voulez, le prana, je pense qu'à partir de ce point-là, on peut aller vers de l'intérêt. On peut aller vers, la production de quelque Et chose. les gens qui te vont te dire: «Je ne sais pas, je n'ai pas de passion». Il y a des gens qui souffrent de ne pas avoir de passion. Ne pas avoir de passion, c'est pas vraiment très grave. Ce qui est intéressant, c'est surtout s'intéresser à plein de choses parce qu'en fait, la passion, elle peut naître d'une rencontre et souvent les rencontres, elles se font sans qu'on le désire. Je pense qu'il y a rien de pire que de vouloir tomber amoureux et personne ne tombe amoureux en voulant tomber amoureux, c'est un peu la même chose. Donc il faut découvrir plein de choses et il faut se laisser, emporter là-dedans. Si vous avez envie de faire, je sais pas moi, de l'escalade, moi je fais du paddle, j'ai été danseur professionnel, j'ai dirigé un salon de tatouage, j'ai ramassé des mégots Leclerc, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai chorégraphié l'Energy Music Awards. Enfin, j'ai fait plein de trucs qui sont complètement différents pour en arriver à quelque chose où c'était une évidence. Où en fait, tu arrives, tu es face à un miroir et on te dit ce qui se reflète à l'intérieur, c'est toi et c'est tout. Et on est obligé de rester là-dedans et de se dire, OK, c'est vrai, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et puis, on bâtit notre existence là-dessus, quoi. C'est peut-être le seul conseil que je dirais, c'est Ouais, de... c'est un bon conseil, tu vois? Ouais, Je trouve que ouais, c'est un bon ouais, conseil. c'est peut-être le conseil, ouais. Bah, franchement, merci Chris, merci beaucoup. J'ai trouvé ça, hyper intéressant. On aurait pu encore en parler des heures. Heu, Ouais, avec plaisir. est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter et qui te tient à cœur? Non, 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 qu'est-ce que tu voudrais que je rajoute? Peut-être la date de sortie de ton prochain livre? Date de sortie du prochain livre, ça sera le 11 septembre et le livre s'appellera La Rosa Perdida, La rose Mmh. perdue et Plage espagnole? oui, 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 oui. Alors en fait, si tu veux, j'ai construit ce livre, j'ai voulu redonner de la parole à la culture latino-américaine qu'on connaît Mmh. pas bien en France. Non, non, c'est vrai, je connais pas. Et très différente dans la construction littéraire. Aujourd'hui, dans la littérature Mmh. française, les contemporains, on te dit d'épurer un maximum, d'aller à l'essentiel. L'écriture sud-américaine est très baroque et très charnelle. Et ce qui est incroyable là-bas, c'est que on rencontre des gens qui ont vécu 1000 vies et qui font de chaque petite chose du monde une histoire complètement extravagante. Mmh. Donc, je voulais redonner ça et je voulais le redonner et là, vraiment, c'était un travail qui était énorme parce que ce que je voulais faire, c'est que les gens qui lisent ce livre, en tout cas, on verra lorsqu'il sortira comment les gens ce que le vivront, c'est de traduire les phrases en espagnol, traduire le livre en espagnol, euh, de prendre la phrase que je veux écrire en espagnol, de prendre la musicalité de la phrase et de l'écrire en français, en d'autres mots, mais en gardant la même musicalité. Et pour que les gens lisent un livre français et Mmh. l'impression de lire en espagnol. Ouais, je vois Donc ce que vraiment et qu'ils soient vraiment immergés à fond à l'intérieur. mmh. Donc c'est tout le challenge de ce livre et c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir de faire ça et le 11 septembre, non pas pour les tours jumelles, mais parce que le 11 septembre, on n'en parle pas. C'est vrai que c'est pour ça que je voulais le faire sortir le 11 septembre, c'est parce que on parle du 11 septembre tout le temps comme les tours jumelles, mais on ne parle jamais du 11 septembre comme le coup d'État qu'il y a eu au Chili, de la dictature de Pinochet. Et donc, c'est pour redonner la voix à ceux Mmh. qui l'ont perdu. C'est intéressant. Merci beaucoup à toi. Ouais, non, mais avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Je mettrai bien sûr, pour toutes les personnes qui sont intéressées, tes livres et tes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Un grand merci, Chris. Merci beaucoup. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!